Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette seconde table ronde autour de la stratégie du groupe Société Générale. Beaucoup d'annonces ces derniers temps au niveau du groupe, notamment les résultats du T4, les résultats du T3 qui se sont suivis par une annonce de suppression de 724 postes dans les centraux, et notamment sur les sites de Paris et Nantes. Une annonce également de fusion entre les enseignes Crédit du Nord et BBDF. Les résultats T4 qui ont été annoncés début février. Donc, nous recevons aujourd'hui pour cette table ronde Philippe Fournil, délégué syndical de la CGT Société Générale, Henry Curing de SG29, Hélène Smag du Centre d'affaires régional Bretagne-Normandie, Johan Pro du CRC de Lyon et enfin Ludivine Perrault de la direction commerciale d'Arras. Ma première question portera sur le réseau. Ludivine, Hélène, Johan, concrètement, quel bilan économique et social vous pourriez faire sur l'évolution du groupe sur ces 10 dernières années? Ce qui se dénote, c'est une réduction de voilure très importante et le début des plans de transformation. On sent quand même que le groupe est rentré dans sa banque de détail dans une logique industrielle et technologique qui peut aussi se comprendre puisqu'elle correspondait aussi à des attentes de nos clients. On peut simplement dire que le pari digital a été rempli côté client, mais que côté salarié, qu'est-ce qu'on peut constater? En fait, c'est une diminution du nombre d'agences, une réduction de voilure, et à l'inverse, enfin, comme contrepartie finalement assez logique, une augmentation de la taille des portefeuilles, une intensification du travail, et tout ça, ça a des conséquences évidemment et sur l'emploi et sur les conditions de travail. Moi, ça fait donc 15 ans que je suis à la Société Générale et 15 ans de réseau. Et en 15 ans, j'ai bien ressenti l'affaiblissement du groupe en général et la pression qui augmentait sur l'ensemble des salariés. On leur demande plus avec moins de moyens. Et le sentiment, c'est vraiment que les gens sont à bout, en colère et se sentent désengagés. Et c'est vraiment dommage parce que la force avant tout de la Société Générale, ce sont l'ensemble des salariés. Et il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très bien, mais il faut nous en donner les moyens. Au niveau de la transformation, il y a eu la création des agences multisites, il y a eu des fusions d'agences, qui en fait concrètement ce sont des fermetures d'agences avec des suppressions de postes. Il y a eu la mise en place des accueils partagés et en fait en parallèle à ça, on a augmenté la taille des portefeuilles, ce qui fait qu'aujourd'hui un conseiller a une charge de travail beaucoup plus importante, un nombre de clients plus important et à côté de ça, moins de temps commercial à y consacrer puisqu'il doit gérer par exemple l'accueil à côté. Sur ces 10 dernières années, ou même plus largement, moi ça fait 17 ans que je travaille à la Société Générale, on voit quand même aussi qu'on a eu une politique de rémunération qui a complètement disparu, notamment au niveau des NAO. Et les salariés savent faire le parallèle entre la charge de travail qui augmente et la politique de rémunération qui baisse. Merci Ludivine. Henry, pour les centraux, tu peux peut-être préciser? En fait, on est dans les mêmes problématiques que le réseau, c'est-à-dire intensification des demandes faites aux salariés avec des objectifs qui augmentent chaque année et des moyens qui ne suivent pas du tout. Les suppressions de postes, là, on a eu la dernière vague à 724, on a quasiment une par an depuis 10 ans. Au niveau stratégique, un rétrécissement de la base d'expertise de la Société Générale. Moi, quand je suis rentré à la Société Générale il y a 15 ans, comme Johan, on était une banque universelle. En fait, au sein de chaque entité des centraux, que ce soit les financements, les marchés, la gestion des BIF, ce qui en reste, on s'est mis dans des niches. Ce sont des paris qui ont été étroits et sur lesquels il n'y a pas eu de moyens. Donc forcément, quand on fait des paris risqués sans se donner les moyens, on voit ce que ça a donné cette année, par exemple, sur Marc.
un accident industriel majeur. Nous sommes très, très concentrés sur quelques activités très, très exposées. Et au final, qui est-ce qui se prend la pression? Ce ne sont pas les actionnaires qui la prennent, puisque même quand on fait des pertes, on distribue des dividendes pour acheter des actions, ce sont les salariés. On donne plus, on les paye moins, que ce soit en fixe, en variable, et on va en voir les effets catastrophiques cette année aussi, encore une fois, sur la participation intéressement. Sur l'examen de la situation économique et sociale sur les 10 ans. Parce qu'en fait, on a des constats qui peuvent être complètement contradictoires. En disant ça, je pense par exemple au fait qu'on a eu une augmentation significative du nombre d'effectifs sur certaines activités qui viennent compenser les effets dont parlait Émeric de perte d'influence ou de capacité de dégager du PIB sur un certain nombre d'activités. Ce qui génère en fait des signaux qui peuvent apparaître contradictoires. On a une augmentation des effectifs de la conformité qui vient compenser les pertes d'effectifs qu'on a eues par ailleurs. Et au global, si on prend beaucoup de recul, sur 20 ans, on est passé dans les services centraux, par exemple, de 10 000 salariés à 20 000 salariés. Mais la crainte qu'on peut avoir maintenant, c'est que la période qui s'ouvre est source d'inquiétude profonde en termes d'emploi. Parce qu'on voit au travers des 724 suppressions de postes que beaucoup sont générés par du renoncement, mais aussi par des délocalisations et un phénomène d'automatisation qui va arriver à vitesse grande. Donc on a de quoi être inquiété. On a une exigence, si on veut maintenir la pérennité de l'entreprise, c'est de mobiliser le tout. Et là, que ce soit dans le réseau ou dans les services centraux, ce symptôme est le même partout. Et ce n'est pas dans le contexte sanitaire actuel, qui est extrêmement compliqué, mais aussi réglementaire ou concurrentiel, qu'on peut s'en sortir si les mauvaises décisions sont prises. Voilà. Donc, c'est tout l'importance de l'élection qui va avoir lieu là, et puis des décisions qui vont être prises dans le cadre du plan stratégique qui doit nous être présenté par la direction et le conseil d'administration d'ici la fin de l'année. Pour rebondir sur ce que dit Philippe, c'est vrai que il y a une augmentation des effectifs dans les centraux, mais ce qui est perçu et ce qui est réel, c'est que c'est une augmentation énorme de la bureaucratisation de la banque, pèse beaucoup sur le moral des salariés. Une banque extrêmement bureaucratique. Le nombre de processus qui ne sont pas liés directement à la production qu'il faut respecter pèse énormément sur le quotidien des salariés. Ça, c'est certainement pas lié, par contre, c'est certainement pas une spécificité Société Générale. C'est qu'il y a des exigences du régulateur en termes de réglementation qui fait que l'activité a changé. Et justement, pour pouvoir soutenir cette activité, ces exigences, il faut une activité commerciale, et quand on distribue le capital en rachat d'actions, dividendes, alors qu'on n'a pas les moyens, c'est autant d'argent qui n'est pas mis à la disposition des équipes pour pouvoir s'engager dans des opérations commerciales. Je voulais ajouter aussi par rapport à ce que tu venais de dire, parce qu'on vit effectivement la même chose dans notre univers de la banque de détail. C'est effectivement la complexité probablement inutile de certains process. Tu parles de bureaucratisation, mais je crois que c'est effectivement un mal endémique de cette entreprise qui pèse énormément et qui occasionne énormément de frustration parce que ce qui fait plaisir aux équipes, c'est de concrétiser ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire des actes commerciaux, conseiller leurs clients. Donc, en fait, ils se trouvent gênés par une superposition de contrôles et de process dont on peut parfois se poser les questions s'ils remplissent vraiment uniquement des obligations réglementaires ou si c'est simplement une dérive organisationnelle on frôle parfois la thrombose, c'est-à-dire qu'on s'asphyxie par des pesanteurs décisionnelles qui nous empêchent de faire réellement le métier pourquoi on est là, c'est-à-dire d'être des vecteurs de service à nos clients, de réalisation de richesse. Et tu relevais quelque chose que nous aussi on constate, c'est le mauvais emploi des ressources. On a probablement fermé des agences comptables,
On a fait des travaux très dispendieux dont on ne sait pas très bien s'ils seront finalement utiles sur le long terme. Et au jour d'aujourd'hui, où on est en train de se poser plein de questions sur les économies, parce que c'est quand même ça qui domine, on a aussi le droit de faire un petit retour en arrière, de savoir comment on a utilisé nos énergies, nos ressources, et comment on en est arrivé là. Parce que maintenant, c'est certain qu'on est au milieu du gué et qu'on demande aux salariés de faire les efforts. Et ça, c'est quand même pas vraiment acceptable. Je rajouterais une dernière chose sur le sentiment général, c'est que on prend les 10 ou les 15 dernières années, l'ensemble des salariés a toujours répondu présent, que ça soit avec l'affaire Kerviel, que ça soit avec les subprimes, ou là encore plus récemment avec la crise du coronavirus, la crise sanitaire. L'ensemble des salariés, que ce soit des réseaux, des centraux, se sont mobilisés grandement, et ils sont déçus parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur mobilisation et de la qualité de leur travail. Donc ça aussi, ça pèse sur le moral global. Pour enchaîner, puisque vous parliez tous de réduction de coûts, concrètement, la fusion entre les anciennes Crédit du Nord et Société Générale, pour vous, quel est l'objectif qui est recherché derrière? Au premier abord, c'est difficile de vraiment porter un jugement sur ce projet parce que d'abord, on ne comprend pas très bien la logique industrielle. Alors certes, la logique technologique, hein, la mutualisation des systèmes informatiques, on peut la comprendre. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on ne peut pas affronter probablement de la même façon les enjeux d'intelligence artificielle, de data, qui seront certainement au cœur de nos métiers dans les années à venir, avec une mosaïque de systèmes informatiques qui auront du mal à suivre ce mouvement. D'autant plus que le principe même de la data, c'est plus on en a, et plus on va être intelligent, entre guillemets, et plus on va être efficace, puisque l'efficacité de ces systèmes-là résulte de la base d'information. Donc, c'est pour ça que cette course, on va dire, à la taille est une résultante, finalement, des exigences de cette révolution, entre guillemets, technologique. Alors, ça, c'est le volet technologique, c'est le volet industriel, pourquoi pas. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, on va dire, c'est aussi le volet, on va dire, lié à notre activité de service, à la façon dont on rend notre service à nos clients, à la façon dont on a aussi des façons différentes de les traiter, puisque le Crédit du Nord a quand même une politique, on va dire, de niche qu'elle a parfaitement bien remplie. C'est-à-dire que sur un segment de clientèle, certes petit, elle a parfaitement trouvé, enfin, elle a relativement bien trouvé le réglage qui permet de correspondre aux attentes de ses clients. Nous, Société Générale, ça fait depuis 2015 qu'on se cherche un petit peu sur un certain nombre de métiers. On perd des clients, on a quand même perdu 1 million de clients depuis le début de Client 2020, ce qui était quand même pas vraiment l'objectif de départ. Face à cet échec, on ne peut pas quand même dire autre chose. On se dit qu'en mélangeant ou en sublimant, puisque c'est le terme utilisé par la DG, on va obtenir un meilleur résultat. Sur ce postulat-là, je dois dire qu'on est un petit peu sceptique. Voilà, et que la prise en compte de la dimension culturelle est probablement pas faite de manière suffisante. On va voir comment se déroule l'expertise. On va travailler aussi, nous, de notre côté, avec nos collègues du Crédit du Nord, pour essayer d'aboutir à quelque chose qui tienne la route. Hein. Parce que derrière, les conséquences en termes d'emploi, elles vont être très importantes, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Mais je vais laisser la parole aussi à Ludivine parce qu'elle est au cœur du sujet puisqu'elle est au milieu elle est dans une région où les enjeux sont vraiment très, très, très profonds avec une forte présence du réseau Crédit du Nord. En effet, sur mon périmètre, au niveau de la DCR d'Arras, pour 35 agences Société Générale, on a plus de 60 agences Crédit du Nord, dont certaines sont côte à côte ou face à face avec nos propres agences. Donc, il y a un enjeu qui est assez important pour nous. Il y a beaucoup de craintes de la part des salariés, forcément. Et on voit quand même un stop au niveau des projets qui concernent Société Générale. On nous met en stand-by pour des projets d'accueil partagé, de travaux, etc., en attendant l'avancement des travaux qui porteront sur le Crédit du Nord. Mais je rejoins tout ce qui a été dit avant sur les inquiétudes par rapport au modèle qui sera adopté par la suite, notamment sur les différents segments de marché. La façon dont ça nous a été présenté début septembre, c'est de faire le constat que basculer dans la banque de demain va nécessiter des investissements informatiques lourds, des modifications profondes de nos modes opérationnels, et que aller à cette bataille avec 9 enseignes différentes paraît insurmontable. Je pense qu'il y a effectivement la nécessité d'avoir l'éclairage de ces CAFI va être intéressant pour justement mesurer si l'étude et le projet de rapprochement, de fusion, absorption avec le Crédit du Nord va nous permettre de nous sortir par le haut ou par le bas de la situation compliquée dans laquelle on va entrer dans les années qui viennent. Mais au-delà, on voit que quelle que soit la combativité dont on aura besoin sur ce projet, il est nécessaire d'avoir des exigences et des garanties côté direction, puisqu'il y a une réunion de négociation qui va s'ouvrir le 8 mars. Il est nécessaire de travailler effectivement avec les autres organisations syndicales, mais aussi avec l'ensemble des salariés des différentes enseignes pour répondre aux exigences, des exigences sociales, des exigences aussi en termes d'emploi, aussi de manière beaucoup plus opérationnelle, comme le disait Hélène, et pour finir, d'avoir garantie du maintien du maillage territorial qui, pour l'instant, est présenté comme une garantie côté direction. Donc, on verra ce que tout ça donne. Henri, concernant les centraux parisiens, tu as parlé tout à l'heure d'accidents industriels qui rejoignent du coup ces 54 suppressions. Est-ce que tu peux nous refaire un historique qui nous rappelle comment on est arrivé à cette situation et comment on est arrivé à cet accident? Déjà, les 724 suppressions étaient, à mon avis, dans les tuyaux déjà avant la perte du premier trimestre, enfin le premier semestre, même si ça a dû précipiter les choses. L'objectif de la direction de réduire toujours les coûts, c'est sa seule stratégie depuis 10 ans. Le contexte, en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier ou pas loin. Sur les produits spécifiquement appliqués, donc c'est un problème, on n'a pas été spécialement plus mauvais que d'autres banques, simplement, alors que nos concurrents, eux, sont diversifiés sur différents produits de marché, différents produits d'investissement. Nous, conséquences directes des coupes précédentes où DA disait tout le temps il faut aller sur une ligne de force, on est les leaders sur tel truc, et donc on reste uniquement sur cette spécialité des réactions au détriment du développement et de l'équilibre global de la banque de marché. Et là, quand ça ne marche pas, on n'a pas de filet de sécurité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on voit le résultat. C'est une erreur industrielle, c'est une erreur stratégique majeure. Et quand on voit comment l'argent a été dépensé sur les centraux, par exemple, une sortie de la gestion d'actifs, l'erreur de sortir de SGAM, après l'erreur de sortir d'Amundi, l'erreur d'utiliser l'argent sorti, on a récupéré d'Amundi pour racheter du wedge et au final le détruire, parce qu'on a fait du wedge à part détruire l'activité, rien. Tout ça, c'était une centaine de millions qui ont été brûlés pour rien, pendant qu'au lieu de fournir des moyens aussi bien en capital et en matériel informatique aux équipes, on distribuait
quel que soit le résultat, de l'argent des actionnaires. Sauf que les actionnaires, ils ne sont pas complètement stupides. Et la défiance vis-à-vis de cette stratégie, elle se reflète en cours de l'action. La question de Seb sur pourquoi on en est arrivé à 724 suppressions de postes et dans quel contexte. En fait, quand en 2020, la direction de GBIS nous a rencontrés, Émeric et moi, Séverin Cabane nous a présenté le plan de réduction d'effectifs et d'activité 2020 était en gestation, le projet ITAC, qui était une réflexion qui visait purement et simplement à réduire les coûts dans les directions centrales. Et on voit que l'aboutissement Covid ou pas Covid a atterri en fait devant les instances représentatives du personnel en supprimant 724 suppressions de postes. Donc on est dans ce contexte de réduction de coûts qui est géré à coût de plans sociaux depuis 2011 effectivement, et on doit être à plus de 15 plans sociaux dans les services centraux. Du coup, par rapport à ces 724 suppressions de postes, vous avez signé un accord de rupture conventionnelle collective. Quels sont les éléments importants dans cet accord que vous avez signé avec la direction sur ce projet-là? On a commencé à discuter des accords qui permettaient d'encadrer et de garantir un certain nombre de choses pour les salariés concernés dans les années 2010-2011. Autant cette fois-ci, il fallait faire attention à un certain nombre de choses, et notamment par exemple sur l'évolution de la mobilité interne, puisqu'on voit que la pression est beaucoup plus grande à partir du moment où dans les services centraux, on ne recrute plus sur un certain nombre d'activités. La tentation peut être grande d'avoir une mobilité qui est, si ce n'est imposée, qui est fortement incitée. Donc, on a pris une précaution toute particulière sur l'encadrement de la mobilité, pour pas que ça tourne à une mobilité imposée. On voit qu'il y a une nécessité de travailler sur l'évolution de la charge de travail, puisque moins on fait rentrer de 109 en termes d'effectifs, plus la charge de travail va être compliquée pour les salariés qui restent. Et puis, dernier point, dans cet accord, on a pris soin aussi de mettre quelques curseurs pour avancer sur les problématiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire délocalisation et l'automatisation qui va venir. C'est un sujet qui est donc en cours de traitement, en cours de discussion avec la direction pour obtenir un certain nombre d'engagements et de garde-fous. Justement, je vais rebondir sur le sujet des délocalisations. À plusieurs reprises, la CGT a tiré la sonnette d'alarme sur les délocalisations. Quel est votre point de vue sur la question aujourd'hui dans le groupe Société Générale? Oui, la crainte qu'on avait en entrant dans la discussion du plan 2021, dont une bonne partie est générée par la délocalisation d'activité, c'est qu'on change d'échelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait, comme le disait Émeric, de manière un petit peu artisanale, délocalisé un certain nombre d'activités au fil de l'eau. Et que là, le mot d'ordre, c'est quand même, on n'est plus sur des activités qui sont à faible valeur ajoutée, mais qui sont de manière beaucoup plus industrielle, délocalisables. Et là, on change d'échelle, d'où la nécessité et notre exigence d'avoir des garanties du côté de la direction sur le traitement des relocalisations, des délocalisations, du offshoring, quel que soit le mot qu'on veut donner à ce type d'opération. Il faut que ce soit encadré, pas siphonner en fait les emplois de la défense vers Bangalore, Chennai ou Casablanca, par exemple. Oui, puis ce qu'il faut voir, c'est que la direction avance un petit peu masquée vis-à-vis des instances françaises. Elle commence toujours par des expérimentations sur les filiales étrangères. Comme ça, on n'est pas informé directement. Là, récemment, par exemple, on a appris qu'une partie du middle office de la banque privée, mais la banque privée hors de France, était confiée à un prestataire externe. On a eu un premier aperçu avec la mouture Mikado sur les activités de back-office de la banque de la BFI. Alors, on nous a dit ça va aller chez Broadridge, c'est un truc ambitieux, faire une énorme plateforme qui est totalement
raté. En fait, il n'y a pas eu d'autres clients que l'ASG. Et on s'est rendu compte aussi que les processus critiques étaient mal faits, mal traités, et on est obligé aujourd'hui de les rapatrier chez nous. Et tout ça avec une perte de savoir-faire. Donc, il faut réinventer ce qu'on avait transmis des prestataires externes. Et là on mesure bien en fait que nos préoccupations, c'est pas seulement l'évolution en termes d'emploi et d'effectifs, c'est qu'on a un vrai problème de qualité, de maintien de nos activités et aussi de sécurité, quoi. Et quand même, les enjeux de sécurité dans une banque, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, quoi. Par contre, à terme, là, c'est clairement ce risque qui pointe à l'horizon, c'est qu'on rentre dans une logique de destruction d'emplois beaucoup plus massive. Donc, pour élargir un peu le champ de la discussion, donc il y a un certain nombre de suppressions d'emplois, des évolutions technologiques en parallèle, des rassemblements de systèmes d'information. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est de la charge de travail qui reste sur les personnes qui sont toujours en poste? C'est toute la question de la mise à l'eau des réorganisations qui vont arriver. C'est autant dans les réorganisations précédentes, il y avait la possibilité soit un certain nombre de renoncements. Mais au bout de 10 ans de renoncement, on voit quand même que, comme disait Henrik, il n'y a plus beaucoup de place pour couper dans le muscle. Donc, la politique de renoncement a certainement atteint ses limites. Et que les activités qui ne sont pas délocalisables vont devoir être assumées par les gens qui vont rester sur place et qui ne vont pas faire le choix de partir de l'entreprise. Donc, on a une vraie question centrale aussi sur l'évolution de la charge de travail et un travail qui va être important des équipes, des représentants du personnel et qu'on ne soit pas sur des zones en rupture ou des zones de danger pour les salariés concernés dans ces réorganisations. Oui, surtout qu'il y a quand même ce contexte très particulier de l'éruption massive du télétravail. C'est-à-dire que c'est une chose d'absorber vague après vague de réorganisation, de délocalisation, quand on est en équipe, où on peut, en présentiel, on peut comme se soutenir un peu le moral. Et c'est une autre chose que de se retrouver tout seul chez soi, avec des processus qui sont bousculés, des matériels qui marchent plutôt bien, mais parfois il y a quand même des problèmes. Et quand c'est un problème, si ton technicien il est tantôt en Inde, tantôt à Bucarest, que même ton informaticien à Paris a du mal à les joindre, tout de suite ça peut virer au cauchemar. Au niveau du réseau, je vais peut-être revenir à vous, Hélène, Ludivine et Johan. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de la charge de travail restante actuellement? Est-ce que les évolutions technologiques ont permis de l'absorber? Est-ce que vous êtes inquiet pour la charge de travail qui va rester à l'avenir? Forcément, quand on augmente une taille de portefeuille client, on a plus de clients à traiter sur une journée de travail qui reste la même en termes de temps. À ça s'ajoutent effectivement les problèmes informatiques récurrents qu'on rencontre quotidiennement dans le réseau. Donc, il y a deux impacts. Il y a d'une part l'impact sur les salariés qui subissent au quotidien les demandes clients à traiter, les problèmes informatiques, la pression commerciale, etc. Et il y a un deuxième impact, c'est sur la satisfaction clientèle, parce que forcément, quand un conseiller a 2000 clients à gérer, alors qu'avant, il en avait 1000, il a moins de temps à consacrer à chacun de ses clients. Même si on table sur l'automatisation et l'autonomisation des clients, aujourd'hui, on n'est pas encore au rendez-vous sur ces points. C'est ce que j'allais rajouter sur les propos de Ludivine, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ça se fait à marche forcée. Le rôle de la banque, ça reste quand même avant tout de financer l'économie réelle, générale et globale et d'être là pour aider ses clients. Là, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, et nos collègues non plus, de gagner du temps grâce à la digitalisation et aux transformations qui sont prévues. Effectivement, Client 2020, c'était ça le postulat, hein, c'était ça le slogan, entre guillemets. C'est certes, on va diminuer le nombre de postes, mais en contrepartie, on va tellement progresser sur nos outils que ça va se compenser. Sauf que c'est une promesse non tenue du côté des collaborateurs, du côté des salariés. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence?
c'est que finalement, on a beaucoup trop compté sur la conscience professionnelle du salarié qui est en bout de chaîne avec son client, qui attend une réponse, qui attend un service. Donc, cette relation qu'on a avec nos clients fait que finalement, on fait plus que ce qui est prescrit. On pallie les problèmes, les dysfonctionnements, et tout ça superposé, ça aboutit à une tension permanente sur les équipes qui travaillent en mode urgence maintenant de manière quasi structurelle. Ce n'est pas bon effectivement pour eux parce que ça a aussi des tas de conséquences négatives, mais ça ne produit pas non plus un service de qualité puisque le client il se rend très bien compte que son conseiller il est sous pression et qu'il n'est pas dans les dispositions nécessaires d'écoute vis-à-vis de son client. On parlait récemment dans nos instances locales de la formation, comment pouvoir se former dans de telles conditions, alors que c'est quelque chose qui est pourtant tout à fait important pour préparer et protéger l'employabilité dans les années qui vont venir. Moi, la conclusion, qui est partagée malheureusement par beaucoup de collègues lorsque nous échangeons, c'est que on se demande tous où ça va s'arrêter, si un jour ça va s'arrêter, parce que les limites humaines vont à un moment donné être atteintes et que certains vont peut-être se dire qu'ils n'ont pas envie d'être embarqués dans cette galère. Donc moi, je pense qu'on devrait être très, très, très vigilant sur ce sujet-là. L'annonce du Crédit du Nord, plus ses constats au quotidien, ça peut aussi avoir comme conclusion, comme conséquence, que les salariés vont arrêter de donner plus que ce qu'ils devraient et que certains aussi vont arrêter l'aventure. Le lien avec le conseil d'administration, par exemple, le programme 2020, ça découle en quelque sorte de décisions du conseil d'administration. Justement, je vais faire le lien avec ce que tu disais, Ludivine, puisque les résultats du T4 ont été annoncés récemment, et avec les résultats du T4 a été annoncé également le retour d'un dividende à hauteur de 55 centimes par action, ce qui est le maximum que la BCE autorisait. À cela est annoncé un potentiel complément avec un programme de rachat d'actions au 4e trimestre 2021, si les conditions le permettent. Donc, du coup, j'aimerais avoir votre ressenti sur cette distribution de dividendes, surtout dans cette période extrêmement compliquée qu'on est en train de vivre, aussi bien au niveau sanitaire qu'au niveau organisationnel dans le groupe. Le ressenti des salariés aujourd'hui, on annonce, on est en pleine période d'annonce des parts variables, et la semaine d'après, on a Frédéric Oudéa qui prend la parole et qui annonce qu'on va distribuer des dividendes, qu'on va faire un programme de rachat d'actions. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un sentiment d'iniquité qui est vécu par les salariés. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est absurde d'un point de vue économique. On fait le constat qu'on a besoin d'investissement informatique. On fait le constat qu'on a parfois besoin de capital pour pouvoir répondre aux besoins des clients. On fait le constat que il y a une dégradation manifeste des conditions de rémunération des salariés. Le versement de dividendes et les rachats d'actions, c'est non seulement totalement unique par rapport à la situation des salariés, mais c'est aussi une aberration économique. Moi, ce que je retiens sur cette question-là, c'est si on prend un peu de recul, il y a une période où on était un peu seul à dénoncer le versement de dividendes alors qu'il y avait des investissements massifs nécessaires sur un certain nombre d'activités à la Société Générale. On voit que c'est une tentation des actionnaires de revenir au monde d'avant et du versement de dividendes conséquents. Et déraisonner en fonction des résultats des différentes enseignes. Il faut aussi, quand on traite de la stratégie d'entreprise, surtout au niveau auquel on est en train de parler du conseil d'administration, avoir ces différents éléments en tête. Et donc,
qu'est-ce qui pourrait nous différencier, qu'est-ce qui pourrait différencier nos élus en conseil d'administration dans ce contexte global, c'est que la cohérence de notre intervention sur ce sujet, elle ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Elle est persistante sur le terme et elle correspond à un objectif bien précis, de rééquilibrer les rémunérations des différents acteurs et pas en faveur d'un déséquilibre aussi flagrant en faveur des actionnaires. C'est là le rôle du conseil d'administration, c'est là le rôle d'un représentant CGT, c'est de rappeler, c'est d'éviter toutes les erreurs stratégiques. Nous, notre but, c'est d'être la voix de la réalité, de leur dire mais arrêtez, construisez une vraie stratégie de développement et elle profitera à tous. Moi, je pense aussi que la stratégie du groupe fait l'objet en fait est victime de quelque chose qui est finalement assez à la mode, qui s'appelle un biais cognitif. Alors, c'est quoi? C'est une espèce d'influence qui empêche de voir la réalité, qui influence nos décisions mauvaises. Donc, je pense que les décisions qui sont prises sont totalement déconnectées de la réalité et qu'il faut les faire sortir de cette obsession du ROE et revenir sur les fondamentaux. Enfin, on a l'impression de dire des choses qui sont tellement scolaires et basiques qu'on en a presque de l'inquiétude de se dire que ces sujets-là, qui sont pourtant au début de toute l'histoire, ne soient pas pris en considération comme ils devraient l'être au niveau d'une instance aussi importante que le conseil d'administration. On commence l'histoire par la fin. C'est-à-dire que c'est comme si on construisait le bilan d'une entreprise par la case du résultat. Moi, j'appartiens au monde de l'entreprise. On s'occupe de nos clients entreprises. Une entreprise qui se comporterait comme ça nous poserait problème. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment préparer l'avenir, une cohérence stratégique. Tu disais tout à l'heure, Aymeric, que les besoins en termes informatiques vont être colossaux et que distribuer 1 milliard d'euros, nous ne comprenons pas. Le Crédit Agricole va mettre 10 milliards d'euros dans les 3 prochaines années, rien que sur le projet de data. Nous, où est-ce qu'on en est? Ça veut dire qu'on est obsédé, le conseil d'administration, le pilotage de l'entreprise est focalisé sur des critères de rentabilité à court terme et sacrifie notre avenir. C'est une priorité du rendement à court terme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut réellement qu'il y ait un mouvement qui marque un changement de discours. Et je pense que le fait de notre arrivée au conseil d'administration, ça permet d'incarner complètement cette prise de conscience et que préserver notre avenir, c'est pas laisser cette espèce de courant où on nous dit il n'y a pas d'autre choix. Hein, il n'y a pas d'autre alternative. Non, on peut avoir un pilotage de l'entreprise plus équilibré et plus orienté vers l'avenir. Oui, il y a un point qui me paraît important quand même à noter, c'est on voit qu'à travers les discussions qu'on peut avoir avec nos collègues, mais aussi à travers les enquêtes que mène la direction, le Pulse notamment, sur la stratégie de l'entreprise, donne quelques enseignements. Et on voit que la vision caricaturale qu'on peut avoir des décisions du conseil d'administration, de son entre-soi, de son décalage qu'il aurait avec la vie réelle et tout ça, vient aussi du fait de son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en imposant la confidentialité absolue à l'ensemble des membres du conseil d'administration sur l'ensemble des questions, on voit que les sujets de fond qui sont structurants pour l'entreprise ne sont pas débattus, ne sont pas partagés avec l'ensemble des salariés, et ça pose le problème justement du sentiment d'appartenance et de la fierté au groupe, mais aussi de l'adhésion à cette stratégie et à la possibilité de la faire évoluer. Donc, je pense que la valeur ajoutée que pourrait avoir un représentant de la CGT dans
instance, c'est d'abord faire qu'elle ne soit pas exogène, comme on peut l'observer, des autres sphères de l'entreprise. C'est pas une zone de non-droit démocratique, c'est pas possible. Et je pense que c'est la conjonction de ces différents facteurs qui fait que on a ce sentiment, cette vision caricaturale des décisions du conseil d'administration. Et je pense qu'on a aussi une valeur ajoutée parce qu'on défend des intérêts qui peuvent être non seulement différents, mais aussi contradictoires parfois. Et ça, il faut que ces sujets de contradiction, d'intérêts contradictoires, soient portés avec les salariés. Ça ne peut pas se faire dans le dos des salariés, comme on a pu le voir sur les dernières années au titre d'un certain nombre d'éléments de rémunération qui ont été sabrés pour alimenter la réduction de coûts et répondre aux injonctions du conseil d'administration. Donc on voit que ces éléments-là n'auraient pas été traités certainement de la même manière avec la présence d'un représentant CGT au conseil d'administration. Et j'en termine avec le contexte dans lequel on est. On voit que la faible valorisation boursière a fait augmenter considérablement le risque de prédation pour ce qui concerne la Société Générale. Alors, bien évidemment, ça aura un impact tout particulier en cas de crise si on est en capacité d'avoir des éléments concrets du comportement du conseil d'administration vis-à-vis des prédateurs, ou si on se retrouve dans une configuration beaucoup plus amicale qui se ferait potentiellement sur le dos des salariés. Le risque de prédation est élevé et il y a une importance toute particulière à avoir des représentants qui ont une conscience pas seulement individuelle, mais aussi qui font partie d'une équipe syndicale dont la pratique est constructive, efficace, avérée, sur du long terme, et qui défend véritablement les intérêts des salariés et pas seulement ceux d'entreprise. Apporter sa voix à la CGT aujourd'hui, c'est aussi donner la possibilité d'avoir un contre-pouvoir au sein du conseil d'administration